Bonjour, c'est avec enthousiasme que nous vous présentons notre tout premier épisode de Pharminfo. Moi c'est Nassim. Moi, c'est Patrick. Aujourd'hui, nous parlons d'insomnie. Avant de débuter, nous tenons à souligner que nos propos ont une perspective informative uniquement. Les informations partagées dans cette balado-diffusion sont conçues comme des compléments d'information au conseil de votre pharmacien. Pour une consultation individualisée, veuillez consulter votre professionnel de la santé. Enfin, nous déclarons n'avoir aucun conflit d'intérêts. Merci de garder cela à l'esprit tout au long de l'épisode. Bonne écoute! Donc, avant de commencer, c'est quoi l'insomnie? L'insomnie, c'est la difficulté à s'endormir ou à rester endormi malgré un contexte adéquat pour inciter le sommeil. Selon Statistique Canada, 10 à 15 des Canadiens ont signalé des symptômes d'insomnie qui sont associés à des conséquences diurnes. Les groupes de personnes qui sont les plus touchés par l'insomnie sont les femmes et les personnes âgées parce que la production de mélatonine diminue avec l'âge. Mais tout le monde peut être sujet à développer l'insomnie. Il existe des facteurs qui contribuent à l'insomnie, comme des facteurs prédisposants, dont une histoire familiale, un tempérament anxieux, des facteurs hormonaux et la réactivité au stress. En épisode d'insomnie, les personnes vont soit être incapables de s'endormir, soit se réveiller durant la nuit, ou se réveiller trop tôt et vont être incapables de dormir à nouveau. La plainte des personnes avec l'insomnie est principalement ne pas être satisfait quant à la quantité ou la qualité du sommeil. En effet, et ça s'accompagne avec des conséquences malheureusement. Donc l'insomnie va venir affecter le fonctionnement de la personne en journée, car elle peut causer de la fatigue, un manque d'énergie, une baisse de productivité et des problèmes de concentration, parfois même d'attention. Elle diminue donc le rendement de la personne et augmente l'absentéisme au travail. De plus, elle peut faire augmenter le risque d'hypertension, des maladies cardiovasculaires, de diabète, des maladies mentales et bien plus. Elle n'est donc pas banale. En gros, l'insomnie va affecter la qualité de vie des gens qui en souffrent et causer une grande détresse. C'est donc pas un problème nocturne, mais bien un problème sur 24 heures. L'insomnie peut être liée à une situation particulière, comme un stress aigu, un changement d'environnement ou un décalage horaire, et elle peut être présente de temps en temps ou elle peut être persistante. Cette condition peut être associée à une condition médicale, psychiatrique ou à un autre trouble du sommeil, donc elle est souvent comorbide avec plusieurs autres troubles médicaux. Par exemple, il y a la douleur ou la dépression. On commence à parler d'insomnie chronique lorsque le problème persiste pour 3 mois ou plus et qu'il est présent pour 3 nuits par semaine ou plus. Souvent, la personne qui souffre d'insomnie va tellement être stressée par rapport à son sommeil que ça va causer un épisode d'insomnie en conséquence. C'est comme un cercle vicieux. Vous vous demandez sûrement les causes de l'insomnie. Habituellement, l'élément déclencheur de l'insomnie est souvent une période de vie stressante. En fait, l'insomnie est habituellement causée par des épisodes de vie qui sont difficiles, comme la perte d'un proche, un divorce, une rupture amoureuse, etc. Aussi, elle peut être causée par des conditions de santé, comme l'anxiété, la dépression et la douleur. Il y a même parfois des médicaments qui peuvent causer de l'insomnie. Si vous avez remarqué qu'après avoir débuté un médicament, vous avez plus de difficultés à vous endormir, on vous invite à en parler avec votre pharmacien. Il aura sûrement une solution pour vous. Pour certaines personnes, ce problème va se résorber rapidement, mais pour d'autres, il va persister. Aussi, cette condition reste souvent non traitée parce que les personnes vont pas trop en parler et ils vont essayer d'endurer le problème pensant que ça va se régler avec le temps. C'est par contre vraiment important d'en parler et ne pas banaliser les conséquences de l'insomnie. Un principe de base dans le traitement de l'insomnie, c'est de cibler la cause et d'agir sur celle-ci. Par exemple, si la cause principale de l'insomnie, c'est un trouble psychologique, on va traiter celui-ci et après ça, l'insomnie va être traitée dans un sens. Il est aussi important d'adopter des bonnes habitudes de sommeil et on va plus vous parler de ces habitudes par la suite. Donc, en résumé, on vient d'aborder qu'est-ce que l'insomnie, comment est-ce qu'elle peut nous affecter, les causes, les conséquences. Maintenant, on va passer au traitement. Avant de parler de traitement médicamenteux, on commence toujours par les mesures qui sont non pharmacologiques. Donc la première étape du traitement consiste par des mesures.
qui sont par exemple l'hygiène du sommeil ou la thérapie cognitivo-comportementale. En résumé, ça se définit comme des bonnes habitudes de sommeil et une modification des croyances erronées par rapport au sommeil. Donc, que vous souffrez d'insomnie ou non, ces habitudes peuvent vous aider à avoir une bonne routine et des bonnes nuits de sommeil. Cette technique implique une grande implication du patient. Il existe plusieurs habitudes de vie à l'hygiène du sommeil et nous allons passer chacun un par un ensemble. Donc maintenant, on va plus parler des habitudes qui sont en lien avec le sommeil et la chambre à coucher. D'abord, il est conseillé d'aller au lit seulement lorsque vous êtes fatigué et de passer le moins de temps au lit. C'est aussi vraiment important d'avoir une certaine routine de sommeil et de ne pas forcer le sommeil. La routine, ça peut être de se lever et de se coucher environ à la même heure à chaque jour et même pendant les fins de semaine et les jours de congé. En ce qui a trait à la chambre à coucher, elle doit être calme, sombre, tempérée, ventilée et seulement réservée pour le sommeil. Ce que je veux dire par ça, c'est qu'il faut quand même éviter de regarder la télévision, de travailler, de manger dans la chambre. De cette façon, le corps va commencer à associer le lit avec le sommeil, puis ça va être plus facile pour s'endormir. Deuxièmement, il y a des activités qu'on peut faire pour faciliter le sommeil. On parle par exemple de techniques de relaxation, de la lecture d'un livre, l'écoute d'une musique relaxante, de la méditation, tout ce qui peut vous rendre calme, dans le fond. En gros, il faut planifier une période avant d'aller se coucher pour permettre à notre corps de décompresser. Sa durée devrait être d'une heure environ. Il y a aussi certaines choses qu'on devrait éviter. Par exemple, il faudrait éviter toute activité stimulante avant le sommeil, comme de travailler, répondre à vos courriels, le ménage, les TikTok. Dans le même sens, il faut éviter de regarder des écrans, que ce soit des télévisions, des téléphones, des jeux vidéo, car cela peut affecter la sécrétion de mélatonine qu'on va parler plus tard. Aussi, il faut éviter la consommation de substances stimulantes. Par substances stimulantes, on parle de caféine, de nicotine et même de chocolat. La caféine, elle peut se retrouver dans le café, le thé, les boissons gazeuses et même certains médicaments. Et la nicotine, elle, elle se trouve principalement dans les cigarettes ou les vapoteuses. Ces substances sont stimulantes, donc ils vont vous réveiller. Idéalement, on les consomme 4 à 6 heures avant de dormir. Il faut aussi éviter l'alcool. Contrairement à ce que plusieurs personnes pensent, l'alcool n'est pas une substance qui contribue au sommeil. Enfin, il faut éviter les gros repas avant d'aller dormir. On poursuit avec les siestes. En fait, il faut éviter le plus possible de faire des siestes durant la journée. De cette façon, on s'assure d'être fatigué uniquement lorsqu'il est vraiment temps d'aller se coucher. Dans le cas où une sieste est nécessaire, il faut limiter sa durée à environ 30 minutes et la faire avant 15 heures. Ensuite, l'activité physique de façon régulière est bénéfique pour le sommeil, on le sait tous. Il faut par contre éviter l'exercice et les sports intenses environ 4 heures avant de dormir, car ils ont un effet stimulant. Ça nous est tous arrivé de regarder l'heure constamment lorsqu'on ne peut pas dormir et de calculer le nombre d'heures de sommeil qu'on aurait si on dort maintenant. Ça commence toujours avec 8 heures de sommeil, 7 heures, 6, 5. Puis après ça, on commence à entendre les oiseaux chanter dehors. En fait, il est conseillé de ne pas regarder l'heure pour ne pas trop être stressé par rapport au sommeil. On peut donc enlever les horloges ou les alarmes qui se retrouvent dans la chambre pour éviter ça. D'un autre côté, si vous essayez de vous endormir et que vous remarquez qu'après 20 à 30 minutes, vous comptez toujours les moutons, vous pouvez quitter votre chambre et aller vous détendre dans une autre pièce. Idéalement, elle devrait être sombre. Vous pouvez faire des activités calmantes lors de cette période, comme lire un livre, faire un sudoku et revenir lorsque vous vous sentirez plus fatigué. Les éléments mentionnés précédemment sont efficaces, ont des effets durables, sont acceptés par les patients et n'ont pas d'effets indésirables. Cependant, ils exigent quand même de la motivation, donnez-leur du temps et faites-les tous les jours. C'est vraiment ça la clé du succès, c'est le pratiquer quotidiennement sur quelques semaines et ne pas s'attendre à des effets immédiats. Donc, on vous demande d'être réaliste. En résumé, essayez d'avoir une routine du sommeil qui vous convient vraiment le plus et assurez-vous de la pratiquer à chaque jour. Pour la suite de notre balado, on va parler des traitements de l'insomnie qu'on peut retrouver en pharmacie. En fait, le traitement de choix en vente libre pour l'insomnie est la mélatonine. Pourrais-tu clarifier à nos auditeurs qu'est-ce que la mélatonine? Bien sûr, la mélatonine, c'est une hormone que notre cerveau produit de façon naturelle. Son rôle, c'est vraiment de régulariser notre rythme circadien et d'induire notre sommeil. En fait, lorsqu'il fait noir, notre cerveau commence à en produire pour que l'on puisse dormir,
et en présence de lumière, sa production est inhibée. Il est important de savoir que la mélatonine doit seulement être utilisée au besoin et pour une courte durée de temps. En fait, il y a peu de données pour recommander son utilisation pour plus de 4 semaines de façon continue. En fait, les effets d'un usage à long terme demeurent mal connus. Donc, pour de l'insomnie qui dure longtemps, une consultation auprès de votre médecin est conseillée pour avoir, au besoin, un médicament sous prescription. Notez qu'elle est seulement utile pour l'induction du sommeil et non pour le maintien du sommeil. Il est à noter que différentes formulations et concentrations de mélatonine existent. Elle est disponible en capsule, en comprimés sublinguaux. Les comprimés sublinguaux, c'est des comprimés qu'on met sous la langue et on attend jusqu'à ce qu'ils se dissouent. Les doses disponibles sont de 3, 5 ou 10 mg. Normalement, la dose adulte est de 3 à 10 mg au coucher, de 30 à 60 minutes avant l'heure de dormir. Il est conseillé de commencer avec la dose la plus faible, soit de 3 mg, et de monter la dose tranquillement au besoin. On peut y aller par exemple à 5 mg, puis si c'est pas assez, on peut monter à 10 mg, mais pas plus. Pour l'utilisation de la mélatonine chez un enfant ou un adolescent, on vous recommande de consulter votre pharmacien car il y a certaines particularités à prendre en compte. Maintenant, j'ai une question pour toi, Patrick. Si notre corps produit déjà de la mélatonine, j'imagine que la prendre sous forme de médicament est sans risque. C'est vraiment une bonne question. En fait, la mélatonine peut quand même causer des effets indésirables. On note par exemple des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des maux de tête, des étourdissements, des cauchemars et même de la somnolence diurne, qui est de la somnolence le jour après avoir pris la mélatonine. Aussi, la mélatonine peut même avoir des conséquences sur certaines conditions de santé. Par exemple, il y a l'épilepsie, l'hypertension, le diabète, la dépression et encore plus. Par exemple, elle peut modifier la tension artérielle ou les glycémies. Aussi, elle peut même interagir avec certains de vos médicaments. Enfin, il est recommandé de l'éviter en grossesse ou en allaitement. Bref, on vous recommande de ne pas auto-traiter votre insomnie, mais de vous référer à votre pharmacien pour qu'il puisse bien vous conseiller. Donc, pour résumer, on a vu que la mélatonine, c'est un bon choix pour initier le sommeil et qu'on peut utiliser uniquement à court terme. On n'oublie pas qu'elle peut avoir des effets secondaires et qu'elle peut interagir avec certaines conditions de santé. Maintenant, dans le cas où ça ne marche pas, vous vous demandez sûrement qu'est-ce qu'on peut faire si c'est pas efficace. Si c'est pas efficace, il existe des médicaments sous prescription pour l'insomnie. Dans le cadre de cette balado, on ne va pas discuter de ceux-ci, mais il est important de savoir que les hypnotiques, soit les médicaments qui font dormir, sont habituellement seulement recommandés à court terme, comme dans une insomnie situationnelle. À long terme, l'efficacité de ceux-ci peut diminuer, ils peuvent provoquer des problèmes de tolérance et de dépendance, et à l'arrêt, il peut y avoir ce qu'on appelle l'insomnie rebond. Bref, si votre insomnie ne répond pas aux éléments de l'hygiène de sommeil ou au traitement en vente libre et que cela affecte votre qualité de vie, on vous demande d'investiguer la cause avec votre médecin. Au besoin, il vous prescrira des médicaments. Dans ce cas, votre pharmacien, étant l'expert du médicament, va vous renseigner sur celui-ci. Il pourra même vous conseiller un journal de sommeil afin de mieux comprendre votre insomnie. Enfin, n'oubliez pas de pratiquer les éléments de l'hygiène du sommeil parce qu'ils sont complémentaires aux médicaments qui vous est prescrit. En fait, les études démontrent qu'une bonne hygiène du sommeil en combinaison avec un médicament, c'est avéré plus efficace qu'un médicament seul. Notez même que la pratique d'une bonne hygiène du sommeil peut vous éviter un médicament. Et cela met fin à notre toute première balado-diffusion qui portait sur l'insomnie. On espère que vous en avez appris un peu plus sur cette condition et sur ses traitements. À bientôt! Et pour nos auditeurs qui se demandent quel sera le prochain sujet, nous parlerons de la migraine et de ses traitements.